À la une de l'actualité de ce lundi, Conseil des ministres extraordinaires de la CEDEAO, 2 jours pour plancher sur la consolidation du marché régional, la coopération monétaire régionale. À la une de l'actualité de ce lundi, Conseil des ministres extraordinaires de la CEDEAO, 2 jours pour plancher sur la question du marché régional, la coopération monétaire régionale et le tarif extérieur commun de la CEDEAO. L'opération des logements sociaux prend forme sur le terrain. La construction des maisons témoins démarre dans 3 semaines dans le district d'Abidjan. Au Mali, nouvelle vague de violence à Tombouctou et à Kidal dans le nord du pays. Des tirs ont également été entendus dans le sud, au camp militaire de Kati. Bonsoir à vous et merci de suivre le journal de 23h sur RTI 1. Renforcement de la coopération entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Des accords ont été signés entre les 2 pays, cela dans les secteurs publics et privés. C'est le fruit du Forum Africa 2013 auquel le Premier ministre ivoirien a pris part au Québec. Hugues Hervé Blé. Des jours d'activité intense au Forum Africa de Montréal avec à la clé de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Annoncer des investissements d'environ 500 milliards de francs CFA pour l'exploitation des différents champs pétroliers, également des investissements à venir dans le secteur minier de l'Ouest ivoirien. L'intérêt du milieu d'affaires canadien pour la Côte d'Ivoire a été matérialisé par la signature de nombreux accords avec des structures ivoiriennes en présence du Premier ministre Daniel Cameron-Duncan conduisant la délégation ivoirienne. Ont été ainsi signés des accords entre le CPC et manufacturiers et exportateurs du Québec, le BNET et le groupe CIMA, l'APEXI et le Conseil canadien pour l'Afrique. Comme le BNET, le groupe CIMA fait de la gestion des projets, intervient dans le domaine du génie maritime, dans les infrastructures, et nous avons cru bon d'associer notre image à ce grand groupe pour nous permettre d'aller ensemble, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique, sur des projets. Le Business Council est un organisme de proximité, c'est très important. C'est un organisme paritaire, dirigé à la fois par les Canadiens et les Ivoiriens, c'est très important. Et ensuite, c'est un organisme qui vise à des résultats. C'est de mettre en place une cellule, une énergie pour dégager des résultats qu'on pourra analyser, qu'on pourra démontrer dans 2-3 ans, chiffre à l'appui, d'augmentation, d'échanges commerciaux et culturels entre nos 2 nations. Également concernés par les accords signés à Montréal, des structures non étatiques ivoiriennes. Ça a été un fabuleux moment d'échange, de coopération entre différents acteurs du monde de l'économie, mais aussi de la politique. Et c'est ce qui est intéressant parce que très souvent les hommes d'affaires, le monde de l'économie se rencontrent, émettent des souhaits, prennent des décisions, mais le politique ne suit pas. Et aujourd'hui, avoir le Premier ministre là avec toute la délégation ministérielle qui l'accompagnait, ça a permis au monde des affaires, de l'économie, d'échanger avec le politique et d'accorder leur vision pour aller de l'avant. A signaler bien avant la signature des différents accords d'affaires, la signature par le ministre de l'Industrie Jean-Claude Brou et le ministre du Développement international et ministre de la Francophonie du Canada, Christian Paradis, d'un accord relatif à la protection et à la promotion des investissements canadiens en Côte d'Ivoire. Pendant son séjour canadien, le Premier ministre Daniel Cameron-Duncan a rencontré plusieurs personnalités. Principaux sujets abordés, les domaines de coopération et les relations bilatérales entre les 2 pays. Hugues Hervé Blé.
À Montréal, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan aura accordé différentes audiences à des personnalités politiques de premier rang. Mais avant, il s'est rendu à l'hôtel de ville pour un acte fort symbolique, la signature du livre d'or de la ville. Au nombre des personnalités rencontrées à Montréal par le Premier ministre, le ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur du Québec. On est entré dans une ère d'accélération des rapports entre le Québec et la Côte d'Ivoire et dans une ère de résultats. Avec Florie Lizer, l'adjointe du représentant américain au commerce pour l'Afrique, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est appesanti sur les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer le Premier ministre pour discuter un peu des progrès qu'il y a dans les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, et surtout pour voir quelle stratégie il faut mettre en place pour pouvoir améliorer les exportations des produits ivoiriens sur les États-Unis. L'ancien Premier ministre du Québec, Jean Charest, a dit, lui, sa foi en une Côte d'Ivoire prospère. Avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il a évoqué l'intérêt des hommes d'affaires québécois pour la Côte d'Ivoire. Présent à Montréal dans le cadre du Forum africain, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué de lui rendre les honneurs au cours d'une visite de courtoisie. Les ministres de la CEDEAO sont réunis en conseil extraordinaire depuis ce matin. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, la consolidation du marché régional, le tarif extérieur commun de la CEDEAO et le lancement de la monnaie unique de la CEDEAO en 2020. Le reportage est signé Herman Niamia. Réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO à Abidjan. Elle s'inscrit dans le cadre de la préparation du sommet de Dakar qui se tiendra le 25 octobre prochain. Pour cette rencontre d'Abidjan, les ministres examinent le mémorandum du président de la commission de la CEDEAO sur la consolidation du marché régional, notamment l'état d'avancement des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne et surtout le tarif extérieur commun qui constitue à ce jour la pomme de discorde. Le président du Conseil des ministres de la CEDEAO invite donc les États à plus d'engagement pour la consolidation du marché régional. Il est certain qu'en allant vite à la mise en place d'un texte unifié, nous saisirons ensemble l'opportunité de garantir plus de succès à nos négociations sur les mesures d'offre d'accès au marché pour la conclusion d'un APE régional avec l'Union européenne. Pour la première fois, le Conseil des ministres de la CEDEAO a été élargi au ministre en charge des Finances et du Commerce. Les ministres examineront aussi le programme de coopération monétaire avec en prime la probabilité du lancement de la monnaie unique de la CEDEAO en 2020. Échange d'expériences en matière de culture et de conservation du riz entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande. Les principaux acteurs, des parlementaires et sénateurs thaïlandais en mission d'affaires dans le pays, ils veulent ainsi aider la Côte d'Ivoire à s'autosuffire en riz. Léon Bro. La Côte d'Ivoire autosuffisante en riz. Un défi que veulent aider à relever des pays producteurs de cette denrée comme la Thaïlande. Ce pays représente 80% du volume national d'importation, équivalent lui à 900 000 tonnes de riz en 2010 par exemple. C'est la raison des échanges entre sénateurs et parlementaires thaïlandais et le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro et ses hôtes examinent les contours de l'importation de l'expertise thaïlandaise en matière de production de riz. Principalement, nous avons parlé de la coopération en termes économiques, surtout pour apporter le savoir-faire thaïlandais sur la préservation des produits agricoles. La mise en valeur ajoutée du riz, de l'huile de palme et de banane. Ces échanges entre la délégation thaïlandaise et le Parlement ivoirien vont s'achever mercredi par la mise en place d'un plan de coopération. Ce plan devra définir notamment l'assistance technique de la Thaïlande pour l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en riz. De nombreux progrès enregistrés en Côte d'Ivoire dans les domaines de l'éducation, la sécurité et l'économie. C'est ce que montre le premier rapport bilan du Programme national de développement. Il concerne l'exercice 2012. Christelle Ménan, Chantal Akandan. Un an après sa mise en place, le PND,
programme national de développement, initié par le gouvernement ivoirien, produit un premier rapport de suivi qui a fait l'objet d'un atelier de validation ce lundi 30 septembre. Le rapport passe en revue les 5 résultats stratégiques retenus pour le PND et attendus pour le bien-être des Ivoiriens, à savoir la sécurité, la création de richesses nationales, l'accès à des services sociaux de qualité, l'assainissement du cadre de vie et le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène régionale et internationale. Point fort à relever, un taux de croissance établi à 9,8% contre 8,1% prévu. L'indice de sécurité passait de 3 à 1. La Côte d'Ivoire renoue avec la croissance, toutefois, des recommandations ont été faites quant à l'affectation des ressources publiques, l'organisation des processus de mise en œuvre et la coordination du dispositif de suivi-évaluation au niveau central. Nous devons maintenant agir pour une meilleure coordination sectorielle, pour une revue des dépenses qui fasse que nous évitions un peu la dispersion des ressources au niveau d'un secteur et nous ferons surtout en sorte que le dispositif de suivi de la mise en œuvre du PND devienne fonctionnel pour que les populations se reconnaissent dans les résultats que nous allons présenter. Notons que la validation du rapport de suivi du Programme national de développement 2012-2015 porte sur le premier exercice national 2012. Prochaine étape, la revue à mi-parcours. Plus que 3 semaines avant le démarrage de la construction des premiers logements sociaux dans le district d'Abidjan, les terrains ont été visités par le ministère de la Construction. Francis Boifo. Avec l'ouverture des voies principales et secondaires sur les sites de Modeste de la commune de Grand Bassam, Songon-Kassamblé à Yopougon et Yaouin à Benjéville, le projet de construction des logements sociaux et économiques rentre dans sa phase pratique dans le district d'Abidjan. C'était beaucoup plus facile pour nous de commencer par l'intérieur du pays où on a eu des parcelles qui n'étaient pas trop grandes. Voyez. Et là-bas, ça allait très vite. Et comme il fallait montrer qu'effectivement les choses se réalisaient, nous avons déporté toutes nos équipes pratiquement sur l'intérieur du pays. Et parallèlement, nous étions en train d'évacuer certains problèmes liés, n'est-ce pas, aux grandes parcelles qui sont à Abidjan. Pas question de traîner les pas, ajoute Doumbia Brahima, directeur du centre de facilitation des formalités d'accès au logement. Toutes les répartitions ont été faites sur plan et ces plans-là, nous venons les implanter maintenant sur le terrain pour que jusqu'à la fin de la semaine, au plus tard samedi, sur les 3 sites, les promoteurs qui ont été assignés à ces sites puissent prendre possession de leur site et donc préparer les plateformes pour la construction des maisons témoins. Prévu pour ce mois d'octobre 2013 sur les parcelles qui sont situées dans le district d'Abidjan. 8 promoteurs immobiliers sont attendus sur les 81 hectares disponibles à Modeste dans la commune de Grand Bassam. 7 promoteurs pour 49 hectares à Benjéville et 400 hectares pour 26 promoteurs dans la commune de Yopougon. Pour cette première étape, plus de 46 000 Ivoiriens seront bénéficiaires des logements sociaux et économiques dans le district d'Abidjan et 10 000 à l'intérieur du pays. Et puis à l'intérieur du pays également, l'opération évolue. L'agence de gestion foncière vient d'ouvrir ses portes à Yamoussoukro. Il est question de mobiliser des terrains et de les mettre à la disposition du ministère de la Construction. Charles Tetou. En Côte d'Ivoire, le déficit de logement est estimé à environ 40 000 logements par an. Avec la forte concentration des populations dans les grandes villes, ce problème est devenu crucial. Conséquence, les Ivoiriens semblent être condamnés à payer à vie des loyers souvent excessifs et sans aucune perspective d'accéder à la propriété. L'État a compris qu'il y a urgence d'agir dans ce secteur. Par ailleurs, la politique de l'habitat prend en compte ces dernières années le foncier urbain. Des programmes d'aménagement de terrains urbains ont été initiés, d'où la création de l'agence de gestion foncière, donnant ainsi l'occasion de créer 362 hectares de réserves foncières repartis entre Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. C'est pourquoi elle trouve opportun de se rapprocher des propriétaires terriens. Cela afin d'offrir des services de qualité aux populations. En effet, l'AGF vient d'ouvrir un bureau à Yamoussoukro. L'AGF existe depuis 14 ans. Il y a eu des difficultés, mais depuis 2 ans, nous avons rétabli certains équilibres. Aujourd'hui, nous sommes à même de proposer des terrains viabilisés et par là même réduire au maximum les litiges fonciers. Tous ceux qui veulent acquérir des terrains ou des projets d'avenir doivent passer par l'AGF
pour sécuriser leurs acquisitions. Pour la ville de Yamoussoukro, ce sont plus de 83 hectares de terres qui seront viabilisés. Ces terres ont été acquises grâce à la collaboration des propriétaires terriers. Je suis d'accord que l'AGE exploite. J'ai dit à les Joseph, nous avons donné les terres suffisamment à l'AGE pour qu'on puisse développer Yamoussoukro. Créée en 1999, l'agence de gestion foncière a entre autres missions l'ingénierie foncière et la vente des lots aménagés. San Pedro, Méagui et Lakota ont reçu la visite des autorités en matière de lutte contre le travail des enfants. Il s'agit du suivi et de l'évaluation des projets communautaires initiés par les firmes productrices de chocolat. Reportage Abiba Dambélé-Saoué. Dans le village d'Abokro, la délégation a visité le jeudi 26 septembre 2013 le projet QPP, mis en place par le chocolatier Barry Calbo en collaboration avec la coopérative agricole de Glibiagui, la Copagli. Ce projet prend en compte la construction d'une école évolutive pour les populations. Cette école est composée de 3 salles de classe, d'une cantine, d'un bureau pour le directeur, de 3 logements pour les instituteurs et d'un logement pour l'infirmier, de nouvelles latrines et d'une infirmerie. Le tout alimenté par l'énergie solaire et un château d'eau. À Kragui, les membres de la délégation ont pu visiter le projet Vision for Change, développé conjointement par le groupe Mars et ICRAF. Il s'est agi pour ces 2 groupes de réhabiliter les anciens bâtiments et construire un nouveau bâtiment pour l'école primaire Anokro 1 et 2. En plus, le groupe a offert une cantine sans couvert et une bibliothèque entièrement équipée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec plus de 400 ouvrages. En plus de cette école, la délégation a visité un centre de formation et d'information sur la régénération de la cacaoculture et des parcelles de plantation expérimentale de cacao. À Goboué, les membres de la délégation du CNS et du CIM ont visité une école de 3 classes et des latrines offertes par le groupe Nestlé en collaboration avec les populations de ce village. L'objectif de ces projets de développement communautaire, favoriser la scolarisation des enfants en milieu rural et par ricochet remédier au phénomène de travail des enfants dans la cacaoculture. Profitant de cette occasion pour faire d'une pierre 2 coups, Mme Yao Patricia Sylvie, secrétaire exécutive du CNS, par ailleurs directeur de cabinet de la Première Dame, a sensibilisé les populations de ces 3 localités sur la nécessité d'éviter des travaux dangereux aux enfants. Car pour l'émissaire de la Première Dame, la place des enfants est à l'école et non dans les plantations de cacao. L'enfant, ce n'est pas à lui de mettre le feu pour brûler la plantation qu'on veut créer. Ce n'est pas à lui d'abattre les arbres. Ce n'est pas à lui qu'on va donner la grosse machette bien aiguisée pour dire qu'il faut nettoyer. Alors qu'il a 8 ans, il peut se blesser. Ce n'est pas à l'enfant qu'on va charger le pulvérisateur pour dire qu'il faut pulvériser le cacao. En outre, Mme Yao Patricia Sylvie a invité ses sœurs des différentes localités visitées à adhérer au vaste programme de financement des activités des femmes mis en place par Mme Dominique Ouattara à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Pour terminer, Mme Yao Patricia Sylvie a remis au nom de la Première Dame de Côte d'Ivoire la somme de 1 900 000 francs aux populations des différentes localités. En retour, elles ont offert de nombreux présents à leur hôte. En marge de cette visite, l'équipe du Comité national de surveillance et du Comité interministériel a pu visiter à Soubré le terrain du futur centre de transit pour les enfants victimes de traite et d'exploitation. Demain, 1er octobre, marque la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, occasion d'analyser les actions en faveur de cette frange vulnérable de la population. Le gouvernement ivoirien n'omet pas de prendre en compte les personnes âgées. Chantal Akanda. Près de 2 tiers des personnes âgées vivent dans des pays en développement et sont largement exclues des programmes de développement mondiaux, régionaux et nationaux. La Journée internationale des personnes âgées, célébrée chaque 1er octobre, se consacre à cette frange de population âgée de plus de 60 ans. Il nous incombe à tous, individuellement et collectivement, la responsabilité d'intégrer les personnes âgées à la société, qu'il s'agisse de mettre en place des mécanismes d'assistance sociale, de veiller à ce que chacun dispose de soins de santé et de services sociaux adaptés à son âge, ou d'assurer une protection sociale appropriée. Les personnes âgées sont des acteurs énergiques et essentiels qui contribuent au développement et à la stabilité de la société. Et nous pouvons et devons faire davantage pour exploiter leur potentiel.
Au moment où la communauté internationale s'apprête à faire le bilan du développement durable et à l'envisager après 2015, la Côte d'Ivoire prépare un nouveau mode d'action qui concilie vieillissement de la population et croissance économique et sociale. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé à prendre plusieurs dispositions pour améliorer les conditions de vie de cette couche. Au nombre de ces initiatives figure la protection des personnes âgées dans la Constitution de 2000. L'élaboration d'une stratégie nationale des personnes âgées prévue dans le plan national de développement PND et la prise en compte de cette catégorie dans la stratégie nationale de protection 2013-2015. En cette journée internationale des personnes âgées, j'appelle la communauté internationale, le peuple ivoirien et chaque famille à offrir davantage de possibilités aux personnes âgées. Les chargés de protocole des institutions diplomatiques publiques et parapubliques sont formés pour un protocole d'État dynamique et efficace. Ils sont appelés à proposer eux-mêmes des solutions adéquates pour des résultats tangibles dans leurs différentes institutions. Le 12e congrès du PDCI-RDA se prépare. Quelles sont les conditions pour y participer? La réponse dans ce reportage de Thomas Guessambi. Le 12e congrès ordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, s'ouvre le jeudi prochain. À environ 72 heures de l'événement, le professeur Maurice Kakougui-Kayue, président du comité d'organisation pratique du congrès et des membres, tiennent à donner les dernières informations qui concernent la participation au congrès. Les membres des instances, c'est-à-dire les membres du bureau politique, du conseil politique et du grand conseil, doivent être à jour des cotisations des années 2010, 2011, 2012 et 2013. Deuxième décision, tous les secrétaires généraux de section ont été autorisés à participer au congrès sans être à jour de leurs cotisations, le président du parti les ayant pris en charge. Tout en rassurant les congressistes sur les moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences de l'événement qui va se tenir au Parc des Sports de Treichville, le comité d'organisation pratique insiste aussi sur le retrait des documents du congrès. Le retrait des documents du congrès se fera toute la journée du mercredi 2 octobre 2013 de 8h à 23h avec une permanence de 23h au lendemain 4h pour tous les retardataires. Sont attendus, outre les membres des instances, 3122 secrétaires généraux de section. Le comité dit compter sur la discipline des militantes et militants pour la réussite de l'opération. Le nord du Mali est de nouveau sous haute tension. Tombouctou a été le théâtre samedi d'une attaque à la voiture piégée dans un camp de l'armée. Dimanche et lundi, des échanges de tirs ont eu lieu entre combattants touaregs et l'armée malienne. Les images. Tombouctou, Kidal, les armes parlent à nouveau au nord Mali. Samedi, 4 djihadistes à bord d'une voiture piégée ont attaqué un camp de l'armée malienne à Tombouctou. L'attentat, revendiqué par AQMI, a tué 2 civils et blessé 6 soldats maliens. La MINUSMA, la force des Nations Unies, est en état d'alerte maximum. Une chose que vous devez comprendre, c'est que nous sommes techniquement en état de guerre. Et quoi qu'il arrive, nous pensons que des gens peuvent s'infiltrer. Des patrouilles sont en cours dans la ville pour rechercher d'éventuels complices. La semaine dernière, des groupes djihadistes avaient annoncé la nomination par AQMI de 2 nouveaux chefs pour le nord Mali. À Kidal, bastion du MNLA, groupe Touareg qui avait déclenché l'offensive contre l'armée malienne en janvier 2012, la situation s'est à nouveau dégradée. Des affrontements avec les militaires ont éclaté ces 2 derniers jours. Un responsable du MNLA joint sur place assure que son mouvement n'est pas directement impliqué. C'est des jeunes gens qui évoluent tout seuls, mais qui sont beaucoup plus proches certainement du MNLA que des autres. Mais ils ne sont pas du tout sous le contrôle du MNLA. Quelques jours avant ce regain de tension à Kidal, le MNLA avait annoncé la suspension des pourparlers avec le gouvernement. Le ministre malien de la Réconciliation nationale s'est dit surpris car selon lui, des mesures ont été prises pour rétablir la confiance. Notamment la libération de personnes qui étaient détenues. À ce jour, 32 personnes ont été libérées. Et le 18 septembre dernier,
Durant la réunion du comité de suivi, le gouvernement a remis à la MINUSMA et à la Croix-Rouge 12 personnes. Le président malien a reçu en septembre des représentants des groupes armés du Nord, leur assurant que tout était négociable sauf l'intégrité territoriale. Mais des divergences subsistent sur la question de l'autonomie. La ville de Kati, dans le sud du Mali cette fois, a elle aussi connu des troubles ce lundi. Des soldats mécontents protestent à coups de tir en l'air pour dénoncer des différences de traitement en leur sein. Les Camerounais aux urnes ce lundi 30 septembre, près de 5 millions d'électeurs pour désigner 180 députés et plus de 10 000 maires à travers le pays. Une quarantaine de partis au total sont en lice. Ce n'était pas la foule des grands jours ce matin dans ce bureau de vote de Douala. Les Camerounais étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés et leurs maires. Mais à l'image d'une campagne sans passion, le vote est on ne peut plus calme. Il est vrai que les jeux semblent jouer d'avance, tant le RDPC, le parti du président Paul Biya, part ultra favori. Il est même sans adversaire dans 35 circonscriptions législatives. On a bien préparé notre campagne, nos élections, et on pense qu'on va gagner logiquement pour pouvoir donner la majorité confortable à son Excellence, M. Paul Biya, le président de la République, qui puisse nous conduire vers l'émergence en 2035. Face au RDPC, une opposition morcelée. 29 partis en lice pour les législatives, 35 pour les municipales. Pour eux, le véritable enjeu, c'est la recomposition de l'opposition. Avec une question, le SDF, le parti de John Fundi, restera-t-il l'opposant numéro 1 ? La victoire, elle, semble hors d'atteinte, alors certains ont décidé de boycotter le scrutin. Nous pensons que les élections n'ont pas de sens dans ce contexte-là et que c'est purement une mascarade électorale organisée. Le dépouillement démarre ce lundi soir avec tous les regards tournés vers le taux de participation, la clé de ce scrutin. Les Jeux de la francophonie de 2017 en Côte d'Ivoire se préparent déjà. Une mission est à Abidjan pour rédiger avec le Comité national de la francophonie un document préparatif. Christelle Ménan et Chantal Akando. Abidjan 2017. Les 8e Jeux de la francophonie se tiendront en Côte d'Ivoire. Les atouts de la Côte d'Ivoire, c'était sur la qualité des infrastructures, sur la qualité du dossier même de candidature, et puis sur l'engagement politique, l'engagement populaire qui a fait en sorte que ce dossier a été retenu. Le cahier de charges, le calendrier ainsi que la feuille de route sont en cours d'élaboration à l'hôtel du district d'Abidjan. En charge de ces travaux, le Comité national des Jeux de la francophonie, appuyé par une mission du Comité international des Jeux de la francophonie, conduite par son directeur, Mahaman Seriba. La Côte d'Ivoire est le 4e pays d'Afrique à organiser ces Jeux après le Niger, Madagascar et le Maroc. Ces Jeux de la francophonie se veulent un outil de promotion de valeurs de paix et de fraternité autour d'épreuves sportives et culturelles. Pendant les 2 semaines que durent ces Jeux, la Côte d'Ivoire espère atteindre le record de participation en accueillant au moins 4000 personnes issues de 70 pays francophones. L'un des défis est de faire des Jeux l'événement le plus important. Un événement participatif où toutes les couches de la population ivoirienne, sans distinction d'appartenance politique, sans distinction aucune, toutes les couches, que tout le monde, comme un seul homme, soit réuni autour des Jeux. 2017, c'est dans 4 ans. En attendant, plusieurs autres étapes à franchir, notamment la validation du cahier de charges par le Premier ministre. C'est la fin de ce 23h. Merci d'être resté avec nous sur RTI 1 et excellente fin de soirée.